Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode de ma série From Zero to Cashflow où je te partage toutes les étapes de mon premier investissement immobilier en partant de zéro pour réussir à générer du cashflow. Alors c'est l'idée derrière ce projet. Ce projet, c'est aussi un moyen pour moi d'approfondir mes connaissances et d'apprendre en passant à l'acte directement, et donc je t'invite à faire la même chose de ton côté. Aujourd'hui, je vais te partager mon retour d'expérience que j'ai eu récemment suite à un entretien avec la banque et plus particulièrement la personne qui s'occupe des projets d'investissement immobilier dans l'agence dans laquelle je me trouve. Alors la banque, c'est le Crédit Agricole, et donc j'ai eu un rendez-vous cette semaine et je vais te partager tout ce que j'en retiens, ce qui va être possible pour moi en termes de crédit immobilier puisqu'on a fait des simulations, et aussi quelques questions, quelques interrogations que j'ai aujourd'hui et que je n'ai pas encore résolues, et donc je compte sur toi si tu me regardes et que tu as plus d'expérience que moi pour m'éclairer notamment dans l'espace commentaire. J'ai eu ce premier rendez-vous donc avec la conseillère en gestion de patrimoine. Le but pour moi aussi, c'était de comprendre comment est-ce que la banque pouvait me suivre sur un projet, dans quelle mesure et quelles sont finalement les options que je peux avoir aussi pour lever de l'argent auprès de la banque et financer mon projet d'investissement immobilier. On a commencé le rendez-vous avec pas mal de questions pour justement lister les différents critères qui me concernent et ajuster les simulations derrière. Donc je vais te partager toutes les questions qui m'ont été posées et les réponses que j'ai apportées, bien entendu. Dans un premier temps, on m'a demandé si c'était ma première acquisition. J'ai répondu oui. L'idée derrière aussi, c'était de savoir si j'avais d'autres prêts en cours. Donc première acquisition, pas d'autres projets en cours, pas d'autres prêts en cours. Elle m'a demandé si j'étais seul sur ce projet. Je lui ai répondu que oui, c'est un investissement seul. Ensuite est venue la question de savoir est-ce que c'était pour acheter ma résidence principale. C'est là-dessus que j'ai des questions et que je vais avoir besoin d'aide, mais j'ai répondu oui, que le projet était pour l'acquisition de ma résidence principale. Ensuite, on a parlé des revenus. Elle m'a demandé quels étaient mes revenus mensuels nets. Et il s'avère que mes revenus mensuels nets sont de 2653 €. Donc ça, c'est important pour les calculs à venir. Elle m'a demandé où en était mon projet. Je lui ai répondu que j'étais encore en étape de recherche, que je commençais à démarcher les agences et à prévoir d'éventuelles visites. Elle m'a également posé la question des mensualités que je pouvais viser. Alors là, je lui ai répondu une fourchette puisque je sais à peu près quelle est ma capacité d'endettement, donc les fameux 35% qui sont calculés en fonction de mon revenu net. Mais dans l'idée, j'ai pas envie de faire un investissement qui viendrait directement cramer toute cette capacité d'endettement. Donc je lui ai répondu idéalement entre 500 et 700 €, puisque aujourd'hui je recherche un studio ou un T2 que je ne pourrais pas louer au-delà de ces sommes. Donc l'idée, c'est encore une fois d'ajuster ça pour avoir des mensualités qui vont être plus faibles que les loyers que je vais percevoir afin d'éventuellement réussir à générer du cash flow. Mais c'est pas aussi simple, mais on va y revenir. Ensuite, elle m'a posé la question si je souhaitais mettre de l'apport. Alors je lui ai répondu qu'idéalement non, je ne préférais pas mettre d'apport, mais que j'étais en capacité de mettre un peu d'apport si jamais c'était nécessaire ou avantageux vis-à-vis du prêt. Donc ce qu'elle m'a indiqué, c'est que si le projet était préparé et que j'avais une épargne de précaution, alors l'apport dans ce cas n'était pas nécessaire. C'est intéressant d'avoir un apport puisque ça permet de réduire la mensualité puisqu'on finance une partie du projet. Maintenant, moi j'ai envie de bénéficier de l'effet levier à 100% et donc d'éviter de cramer de mon épargne dans l'achat du bien. Autre indication, et ça je ne savais pas du tout, je l'ai découvert, si vous achetez un meublé et qu'il y a notamment de l'électroménager dans votre achat, alors vous êtes obligé de mettre l'apport pour couvrir à minima ces montants-là. Puis ensuite, elle m'a posé la question de savoir si j'étais locataire actuellement. Je lui ai répondu que oui et que mon loyer était de 730 €, information dont elle avait besoin. Avec toutes ces variables, mon taux d'endettement de 35% s'élève à 928 € par mois. Ce qui veut dire qu'avec un seul projet, je serai en capacité de rembourser des mensualités à hauteur de 928 € par mois pour une résidence principale. Ce qui fait, dans les grands chiffres, une acquisition maximum d'un prix de 162 000 € et une enveloppe globale du projet, donc en couvrant frais de notaire, assurance, etc.,
à hauteur de 178 000 euros, donc qui serait le montant du prêt maximum que je peux obtenir aujourd'hui. C'est très bien, c'est des informations qui sont bien à voir à mon sens. Maintenant, moi, je vais clairement exprimer mon souhait, comme quoi je souhaitais acquérir un appartement pour un budget maximum de 100 000 euros. 100 000 euros afin d'avoir des mensualités qui sont relativement faibles. Je lui ai indiqué aussi que j'étais pas fermé à faire des travaux. Au contraire, si ça me permet de faire des meilleurs coûts, je vais même chercher à faire un petit peu de travaux. Et je lui ai indiqué aussi, j'ai posé pas mal de questions, et je lui ai indiqué comme quoi je souhaitais acquérir ma résidence principale, mais que derrière, éventuellement, je souhaitais faire du locatif, ce qui implicitement voulait dire je fais un prêt pour ma résidence principale et derrière je ferai d'autres prêts pour du locatif. J'ai commencé en glissant ces informations-là et ce qu'elle m'a indiqué c'est que si j'avais un projet locatif derrière, effectivement c'était mieux d'allonger les durées du prêt pour avoir des mensualités les plus faibles et donc ne pas aller trop haut dans ma capacité d'endettement. Donc ensuite, on a fait des hypothèses de simulation sur une résidence principale sans travaux. Je vous affiche les prix à l'écran, mais donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait un coût total de 100 000 euros. Avec ces estimations, on a estimé les frais de notaire à 8 890 euros, donc ce qui fait à peu près 9% de frais de notaire. À ça viennent s'ajouter les frais de garantie du prêt qui sont estimés à 1 557 euros. Et puis les frais de dossier qui sont à 800 euros. Alors là, je n'ai pas du tout de référence par rapport aux autres banques. Je ne sais pas si c'est élevé, si c'est faible. Je vous invite à me l'indiquer aussi en commentaire si jamais vous avez plus de références que moi à ce niveau-là. Et donc, un total de projets qui s'élève à 111 247 euros. Donc, pour un bien que je souhaiterais acheter 100 000 euros, sans travaux, j'aurais un prêt de 111 247 euros. La simulation a été faite avec un taux moyen de 3,49%, qui est un petit peu élevé par rapport au taux actuel et qui, les taux sont encore un petit peu en train de baisser de ce qu'elle m'a indiqué. Mais l'idée derrière cette simulation, c'était d'avoir un ordre de grandeur un peu à la grosse maille, sans prendre en compte tous les détails, mais au moins ça donne une première idée de ce qu'on est en capacité de faire aujourd'hui. En faisant cette simulation sur 25 ans, j'arrive à des mensualités de 576,36 euros. Et ce qui m'amènerait à un taux d'endettement de 24,89%. On a fait la simulation sur 20 ans également, et là, les mensualités s'élèvent à 660 euros, donc ça devient un peu moins intéressant en termes de mensualité, ou alors il faut vraiment un loyer très supérieur, et donc ça dépend du bien qu'on est en capacité d'acheter. Le marché sur Reims, moi, de ce que j'ai vu pour l'instant, alors je ne suis pas encore rentré dans le détail des différentes offres des agences immobiliers, j'ai juste vu les annonces en ligne, et c'est vrai que autour des 100 000 euros, ça peut être plus ou moins compliqué en termes de superficie derrière de justifier de loyers qui sont au-delà des 700 euros. Bon, il faut voir, je m'avance pas encore trop là-dessus, on verra en pratique comment ça va se passer. Autre information qu'elle m'a partagée, c'est qu'il était possible de moduler la mensualité de prêt au bout d'un an d'amortissement. Ce qui veut dire qu'au bout d'un an d'amortissement, je peux éventuellement rallonger la durée et donc baisser les mensualités, ou l'inverse, écourter la durée et augmenter les mensualités. J'ai pas forcément de cas pratique derrière cette mise en application, mais c'est bien d'avoir l'information en tête, et c'est possible à hauteur de 30%, aussi bien à la baisse comme à la hausse. Donc ça, c'est pour les informations un petit peu globales de comment faire un prêt pour une résidence principale avec un budget de 100 000 euros. Alors ça m'a donné une première idée que j'avais déjà un petit peu estimé de mon côté, mais au moins là j'ai des vrais chiffres de frais de notaire, de frais de garantie et de frais de dossier. Mais encore une fois, on n'a pas mis les travaux, etc. dans ces calculs. Donc il me restait pas mal de questions un petit peu ouvertes et non répondues, et que j'ai pu poser bien évidemment avec subtilité pour obtenir les réponses que je souhaitais obtenir. Première question que j'ai posée, c'était autour du prêt différé. De ce que j'ai compris, c'est quand même intéressant quand on achète un appartement pour faire du locatif, d'obtenir un différé, puisque ça permet, si on arrive à louer assez rapidement après l'acquisition, de percevoir des loyers qui vont directement dans notre épargne, puisqu'on n'a pas de fait de mensualité de prêt à rembourser.
C'est très intéressant aussi si on a des travaux à faire puisque ça nous permet de prendre le temps de faire ces travaux sans devoir rembourser des mensualités alors que l'appartement n'est pas en location et qu'on ne perçoit pas de loyer. Donc on serait totalement en négatif en termes de revenus, mensualités, etc. Donc ma question était dans quel cas est-ce qu'on peut obtenir un différé de prêt? Et donc elle m'a répondu que s'il y a des travaux à faire, alors on peut prévoir une enveloppe dans le financement du projet qui serait allouée aux travaux. Et cette enveloppe peut être débloquée et donc générer un différé puisque dans un premier temps, on va débloquer l'enveloppe de travaux avant de débloquer le reste du prêt. Ce qui veut dire qu'à la signature, tout le prêt n'est pas débloqué et n'entre pas en amortissement le temps du différé. Mais dans ce cas, des intérêts intercalaires sont à payer. Alors les intérêts intercalaires, c'est des intérêts qui sont calculés sur les montants des fonds débloqués en fonction du taux et viennent s'ajouter au coût initial du crédit. Et une fois l'ensemble du crédit débloqué, par contre, il n'y aura plus besoin de payer ces frais intercalaires, mais seulement le remboursement du crédit et les intérêts classiques. Donc de ce que j'ai compris, les intérêts intercalaires, c'est des intérêts supplémentaires qui sont un peu plus élevés que les intérêts du crédit et qu'on vient payer sur la durée du différé avant que le prêt total soit débloqué. Alors maintenant, est-ce qu'on peut débloquer une partie, ne rien débloquer, faire un différé total, etc. Je pense que oui, maintenant, c'est vraiment, à mon avis, propre à chaque projet. Et donc, à voir dans les prochaines étapes, comment est-ce que je peux ajuster tout ça. En fonction du bien que je vais trouver, bien sûr. Parce que si c'est pas des gros travaux, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir un gros différé, mais ça reste intéressant si on le met en location derrière. Ce qu'elle m'a indiqué également, c'est que si j'avais une enveloppe de travaux inclus dans le total de mon projet de financement, eh bien la durée maximale du prêt serait seulement de 24 ans, et ce qui augmente les mensualités et qui passe les mensualités à 591 €. Donc là, on vient augmenter un peu et potentiellement, ça vient diminuer le cash flow qu'on pourrait éventuellement espérer percevoir derrière. Au niveau des travaux, elle m'a expliqué aussi qu'il y avait des solutions comme Géco-Rénove mon logement, donc c'est le nom de la solution, qui permet de bénéficier d'un prêt à taux zéro sur la partie travaux et en plus, potentiellement, de percevoir des aides supplémentaires sur une rénovation énergétique. Il y a quelques critères à respecter. Tout d'abord, ce serait uniquement pour une résidence principale. Ensuite, il faut passer par une entreprise de travaux qui est labellisée RGE et c'est uniquement pour les rénovations d'énergie. Donc, il faut savoir aussi que les aides sont réévaluées chaque année car elles sont calculées sur le revenu fiscal de référence. Comment est-ce que je peux utiliser ça moi derrière? Je pense que pour un appartement, si j'arrive à avoir un appartement qui aurait un DPE EF par exemple, avec des rénovations, que ce soit venir rajouter une isolation supplémentaire au logement, on serait dans le cadre d'une rénovation énergétique et donc je pourrais bénéficier de ces aides avec, j'ai l'impression, un prêt en différé à taux zéro et donc j'aurai pas les fameux intérêts intercalaires évoqués précédemment et en plus de ça, c'est sur ce genre d'appartement qu'on peut faire la plus grosse plus-value derrière puisqu'en général c'est ces appartements-là qui sont acquérables en dessous du marché. Autre information à savoir, là je pense que ça va peut-être moins s'appliquer à moi mais au moins je l'ai en tête, pour l'achat d'une résidence principale, si on a au moins un quart du montant total du projet de travaux par rapport au projet total, eh bien c'est possible d'obtenir un prêt à taux zéro sur l'ensemble du prêt. C'est pas ce que je recherche puisque c'est mon premier achat, j'ai pas envie de m'embêter avec 25 000 € de travaux alors que je pars de zéro. La fameuse question que je me pose, c'est vis-à-vis de la résidence principale. Moi, mon idée, c'est de faire de l'investissement locatif et donc, a priori, c'est pas d'acheter une résidence principale pour y vivre. Donc, j'ai posé la question de est-ce qu'on est obligé de commencer par une résidence principale? Comment ça se passe si on veut commencer par de l'investissement locatif? Et là, ce qu'elle m'a répondu, c'est que la banque impose de commencer par une résidence principale plutôt qu'un investissement locatif. Mais qu'il est quand même possible de commencer par du locatif, mais l'arbitrage n'est pas le même. Puisque pour un premier projet en investissement locatif sans avoir de résidence principale et donc en étant locataire, l'arbitrage remonte en caisse régionale et il faut donner une bonne raison. Et parmi ces bonnes raisons, l'exemple qu'elle m'a communiqué serait
Si je dispose d'un logement de fonction, alors c'est tout à fait possible de faire passer un projet comme tel. Moi, ça me suscite encore des questions. Quelle stratégie aborder vis-à-vis de la banque? Est-ce que je demande un prêt pour une résidence principale et donc là, je peux bénéficier des rabattements sur les travaux, d'un différé éventuel avec un taux zéro, d'un prêt sur 25 ans? Donc, un peu tous les avantages, même d'un prêt, d'un taux qui serait un petit peu moins élevé par rapport à un investissement locatif. Est-ce que je pars sur un prêt pour une résidence principale et derrière, je le mets en location? En fait, c'est faire une déclaration, dire à la banque, ok, ma situation a changé, finalement, je ne vais pas habiter dans le bien et je vais le mettre en location. J'ai cru comprendre que c'était réalisable. Ce n'est pas sans risque, puisque derrière, ça fait perdre de l'argent à la banque et potentiellement, les relations futures vont être un petit peu moins faciles, donc ils seront peut-être moins enclins à vous suivre sur vos futurs projets. Maintenant, moi, j'ai tendance à penser que si le projet est tangible, que la banque voit que vous arrivez bien à gérer votre affaire, que vous êtes actif, que vous percevez des loyers et vous générez du cash flow neutre ou positif, eh bien, j'ai tendance à penser, mais peut-être que je suis un peu trop innocent, mais j'ai tendance à penser que ça peut bien se passer. J'ai quand même essayé d'évaluer la possibilité de démarrer directement par un investissement locatif. Alors, il y a une chose que j'ai pas encore craqué, ce serait de le justifier, donc d'avoir un justificatif à fournir derrière pour la caisse régionale. Mais je pense que ce serait simplement tout le détail du projet avec les estimations sur les coûts versus les revenus et comment est-ce que j'atteins mes 8,5% de rendement avec un cash flow neutre ou positif. Bref, ce serait tout le détail des calculs qu'on reverra dans une autre vidéo. Il y a quand même davantage de complications puisque vis-à-vis des 35% du taux d'endettement, là les calculs sont un peu faits différemment. En fait, ils calculent votre taux d'endettement sur vos charges plus vos mensualités divisées par vos revenus. Donc en l'occurrence, on va faire le calcul ensemble. Moi, mes charges, donc dans les charges, on compte le loyer actuel, mon loyer actuel qui est de 730 euros. J'ajoute à ça la mensualité du prêt. Donc là, si on est dans le cas des travaux, sur un prêt sur 24 ans, on serait à 591 euros, divisé par mes revenus mensuels nets, qui sont de 2653 euros. Et là, ça nous donne 0,49, qui correspond donc à 49% d'endettement. Donc là, on est bien au-delà des 35%, et donc, a priori, pour la banque, ce serait un no-go total. Sauf que, puisqu'on est dans le cadre d'un investissement locatif, la banque tient aussi compte du futur revenu foncier à hauteur de 70% du montant prévisible de loyer. 70% puisqu'il se laisse une marge pour se garantir une certaine assurance, tous les impayés, etc. de ma compréhension. Donc on va refaire le calcul en prenant un loyer de 700 euros. 700 euros, c'est pour un projet à 100 000 euros, c'est à peu près 8% de rendement dans ma situation. Donc en prenant un loyer de 700 euros, on peut déduire 490 dans le calcul du taux d'endettement, donc 490 qui correspond à 70% de 700 euros. Et donc là, en calculant 730, mon loyer actuel, plus 591, les mensualités, moins les 490, qui sont 70% des loyers perçus en estimatif, divisé par 2653, on arriverait à 0,31 qui correspond à 31% d'endettement. J'ai tendance à dire 31%, ça passe, puisqu'on est en dessous des 35%. Maintenant, je ne sais pas comment la banque interprète cette situation. Est-ce que les calculs sont justes? Est-ce que c'est plus compliqué que ça? Est-ce que vu que le projet est à 31%, sur le papier ça tient la route, donc est-ce qu'ils sont en capacité de dire oui plus facilement? C'est là que j'ai un peu moins de réponses et que c'est un peu plus flou, donc si vous avez des retours d'expérience à me partager, je suis preneur. Puisque dans ce cas ça passe, mais ça passe en partant des conditions de prêt pour une résidence principale. Je ne suis pas sûr que la banque autorise, comme je le disais, un prêt sur 25 ans pour un premier investissement locatif sans résidence principale. Donc si on refait les calculs avec un prêt sur 20 ans par exemple, et donc des mensualités de 660 euros, là on arrive à 34-35% d'endettement. Donc encore une fois, ça passe un peu sur le fil du rasoir. Donc que faire? La question que je me pose, c'est que faire? Et c'est la question que je vous pose également, donc n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Est-ce qu'il vaut mieux que je parte sur un prêt pour ma résidence principale et qu'éventuellement derrière je fasse du locatif avec les avantages du prêt de résidence principale, ou bien à l'inverse, tenter de
réussir à avoir un prêt pour de l'investissement locatif directement sans avoir de résidence principale au préalable. Bon, de mon côté, d'ici là, je vais continuer à me former sur le sujet. J'ai commencé, comme je vous le disais, à initier des recherches auprès de différentes agences en indiquant mes critères et je commence à recevoir des offres. Donc j'ajuste, je fais mes petits calculs de mon côté. D'ailleurs, calculs que j'ai revu les calculs de rentabilité brute, net et net que je vous partagerai dans une future vidéo. Donc pour ne pas louper cette prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Ciao, c'était Romain, merci d'avoir regardé.